Madame, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver au rendez-vous de l'information sur Eden TV. À suivre dans ce journal la rencontre initiée par les ministres de la Santé et de l'économie numérique avec les médias en prélude à la deuxième conférence internationale des ministres de la Santé et des ministres de l'économie numérique sur la sécurité des soins en Afrique qui se tiendra à Cotonou du 18 au 22 juin 2018. Hassan II, c'est le nom que porte l'une des résidences universitaires au campus d'Abomey-Calafi, inaugurée le 14 juin 2004 par le roi du Maroc Mohamed VI, 14 ans après, qu'est devenu le dit bâtiment financé par le Maroc. Aristide Setti nous en dira davantage dans ce journal. Au Nigeria, Donald Duke, l'ancien gouverneur de l'État de Cross River dans le sud-est du Nigeria, est candidat à la présidentielle de février 2019. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Je l'annonçais en titre, du 18 au 22 juin 2018 se tiendra à Cotonou la deuxième conférence internationale des ministres de la Santé et des ministres du ministre plutôt de l'économie numérique sur la sécurité des soins en Afrique. Il sera question d'aborder la problématique de la gouvernance de sécurité des patients et la gestion des risques dans les établissements de santé en Afrique. En prélude à cette rencontre internationale, les ministres de la Santé et de l'économie numérique ont rencontré ce mardi les hommes des médias pour leur expliquer l'importance du thème retenu pour l'occasion. Antoine Sagbo et Frégis Fiorci. L'apport du numérique dans l'amélioration de la performance des systèmes de santé en Afrique. Quels enjeux pour la gestion de la sécurité des patients et le développement du tourisme médical? Tel est le thème choisi dans le cadre de la deuxième conférence internationale des ministres de la Santé et ceux de l'économie numérique sur la sécurité des soins en Afrique. Cette conférence aura lieu à Cotonou du 18 au 22 juin prochain. À cet effet, les hommes des médias ont été conviés ce mardi pour s'imprégner du contenu de la thématique. Le ministre de la Santé, Dr Benjamin Humpati, évoque les raisons. Les crises sanitaires successives que nous avons connues ces dernières années, notamment la grippe aviaire, la maladie à virus Ebola, l'épidémie à virus Lassa, l'insuffisance de ressources humaines qualifiées, de matériel, la mauvaise organisation des services de santé, la mauvaise organisation du travail et leur impact sur la mortalité aussi bien au niveau du personnel de santé qu'au niveau des patients, illustre largement cette situation et explique l'urgence de la mise en œuvre de stratégies appropriées pour faire face à la problématique de la qualité des soins et de la gestion des risques en milieu de soins en Afrique. Au regard de ces crises sanitaires, les objectifs de cette deuxième conférence internationale sont multiples. La conférence internationale donc, qui va s'organiser dans quelques jours vise à attirer l'attention de toutes les autorités à tous les niveaux sur la problématique de la gestion de ces risques et de la sécurité dans les établissements de santé. Pour Aurélie Soulé-Zoumarou de l'économie numérique, la place du numérique dans les systèmes de santé est indispensable. Au mois de novembre 2017, notre pays s'est doté d'un outil, d'un instrument très important dans ce domaine. C'est la cyberstratégie de la santé. Et cet instrument est important parce que les technologies de l'information et de la communication viennent donc booster ces apports de la santé pour nos populations. Et donc cette conférence va traiter de toutes ces questions en s'apesantissant sur donc le volet relatif à la qualité des soins, à la gestion des risques. L'éthique dans le secteur sanitaire serait une opportunité dans la perspective d'améliorer les plateaux techniques médicaux, du développement de la télémédecine et du tourisme médical en Afrique. Le monde entier va célébrer ce jeudi 14 juin 2018 la 15e journée mondiale du donneur de sang. À cette occasion, le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, a délivré un message à l'endroit des donneurs de sang et du peuple béninois. Suivez plutôt. Chers donneurs de sang bénévoles du Bénin, chers compatriotes, le jeudi 14 juin 2018
la communauté internationale célébrera la 15e journée mondiale du donneur de sang. Officialisée par l'Organisation mondiale de la santé depuis 2004, cette journée trouve ses origines dans les cris de cœur des nombreux acteurs engagés dans la lutte contre la pénurie de sang, cause de nombreux décès maternels et infantiles dans nos centres de santé et hôpitaux. La célébration de cette journée est le moment idéal pour exprimer de vive voix à tous les donneurs de sang bénévoles du Bénin notre reconnaissance au nom de tous ceux et celles dont la vie a été sauvée grâce au sang donné. C'est également le lieu de rendre un hommage mérité à chacun de vous, chers donneurs, pour avoir donné la joie à des patients, à des familles et à des communautés à travers ce geste salvateur. 17e journée nationale de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle, et c'était ce mardi 12 juin au ministère de la Santé en présence de l'autorité ministérielle et des différents acteurs du secteur. Le point avec Fréjus Serroulan et Fiacre Voiton. La médecine traditionnelle, doyenne des pratiques médicinales depuis l'existence de l'humanité, n'a pas cédé aux aléas du temps. Elle demeure et a de beaux jours devant elle. Le Bénin célèbre ce 12 juin sa 17e journée nationale de la médecine traditionnelle. Malgré l'insuffisance des preuves sur son efficacité, la médecine traditionnelle est utilisée par 80% de la population pour le traitement de plusieurs maladies. Compte tenu donc de son importance, les États africains ont adopté une résolution sur la promotion du rôle de la médecine traditionnelle dans les systèmes de santé à Ouagadougou en août 2000. À partir de cette résolution, les pays ont institutionnalisé une journée de la médecine traditionnelle pour renforcer la sensibilisation et le plaidoyer en faveur de notre médecine ancestrale. Dans l'optique de faire de la médecine traditionnelle une pratique médicale imposante et solidement implantée, notre pays a mis en place une politique nationale, un cadre réglementaire et un code d'éthique et de conduite pour la pratique de la dite médecine. Cette disposition rend aujourd'hui possible la production en quantité commerciale des médicaments traditionnels standardisés. Cependant, des efforts restent à fournir pour assurer l'intégration de cette médecine du point de vue de l'offre des soins, de l'éducation, de la formation et de la réglementation. L'accent devra être également mis sur les mesures à prendre pour garantir la qualité, l'efficacité et l'innocuité des médicaments à base de plantes. La célébration de la 17e journée nationale de médecine traditionnelle devra permettre d'une part d'évaluer le progrès accompli dans la mise en œuvre des interventions en faveur de la médecine traditionnelle et d'autre part de sensibiliser les acteurs locaux, les partenaires au renforcement du rôle de cette médecine dans le système national de santé. Les activités de mobilisation sociale, de plaidoyer et de communication pour un changement de comportement seront à cet effet privilégiées. Elles dureront une quinzaine de jours. Des remarques bien accueillies par la coordination générale de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle. Et nous accueillons toujours avec intérêt toutes les idées pratiques et constructives visant à améliorer les services de santé et à les étendre à toutes nos populations. La 17e journée nationale de la médecine traditionnelle est donc une journée de réflexion pour obtenir l'adhésion et la participation durable des praticiens. Le ministre de la Santé a clôturé ce lancement par la visite de quelques stands de produits de la médecine traditionnelle. Le maire Georges Bada et son conseil communal ont appuyé financièrement la communauté musulmane dans le cadre de l'Aïd el-Fitr, la fête musulmane marquant la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Une fête qui se célèbre plutôt le premier jour du mois de Shawwal. Les imams de la commune d'Abomey-Calavi ont donc reçu des enveloppes allant de 100 à 300 000 francs CFA. Un geste symbolique qui a de la valeur au regard des frères musulmans. Je vous invite à suivre un extrait des propos du maire Georges Bada et du porte-parole des imams. Nous sommes dans le mois de Carême et tous les matins, c'est des prières qui s'élèvent au ciel. Prier,
c'est pardonner. Et dans notre pays, dans notre commune, notre développement doit passer par le pardon. Que ce mois de Ramadan soit pour tout un chacun un mois de pardon. Le conseil communal d'Abomey-Calavi, que j'ai l'insigne honneur de diriger, a pensé qu'un petit geste à l'endroit de la communauté musulmane, en passant par les responsables premiers que vous êtes. On ne choisit pas d'être imam, mais que Dieu nous garde, qu'Allah nous garde et que ses prières nous accompagnent. Vraiment, nous sommes très reconnaissants et nous sommes très contents à notre monsieur le maire de la commune d'Abomey-Calavi et c'est très honoré, conseil communal de la commune d'Abomey-Calavi, d'avoir honoré les imams pour les aider au moins, les donner un coup de main pour pouvoir les aider à fêter le Ramadan. Nous sommes très reconnaissants parce que nous, notre Coran d'abord et par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné si quelqu'un te fait un geste, tu es obligé de remercier la personne. Et quelqu'un qui n'est pas reconnaissant envers son prochain, il ne serait jamais reconnaissant envers le Dieu le puissant. Vraiment, nous sommes très reconnaissants envers le maire et ses conseils communaux que le bon délira au centuple. Inch'Allah. Restons dans la commune d'Abomey-Calavi et plus précisément au campus d'Abomey-Calavi pour nous intéresser aux résidences universitaires, en particulier au bâtiment dénommé Hassan II, inauguré le 14 juin 2004 en présence du roi Mohamed VI et du feu général Mathieu Kérékou. Ce bâtiment est à l'abandon depuis près de 13 ans puisqu'il n'a été utile aux étudiants que pendant un an. La polémique suscitée par sa construction et l'incident survenu lors de son inauguration ont-ils fini par donner raison aux sceptiques qui lui prédisaient un avenir peu glorieux? Aristide Setien et Damien Pedro sont allés voir dans quel état se trouve le dit bâtiment. Suivez le reportage. Un tour dans le bâtiment Hassan II de l'université d'Abomey-Calavi. La désolation est grande. Suintement d'eau, une aile sans eau, plomberie et électricité absente, mousse fétide servant de refuge aux cafards et aux souris, obstruction des conduites d'eau et d'autres problèmes de menuiserie. Ainsi se décline l'atmosphère dans la plus grande résidence universitaire de 370 lits. D'un coût global de 778 982 850 francs CFA, le bâtiment Hassan II porte depuis son inauguration, le 14 juin 2004, les gemmes de sa propre destruction. Je suis triste. Et vous avez évoqué ces bâtiments, mais il faut évoquer le bâtiment KISS. Moi, comme étudiant, j'ai vu ce bâtiment. Et j'y ai donné des enseignements. Moi, dans le cadre de l'intervention au niveau du CBLAE, quand j'ai fini ma maîtrise, j'ai travaillé là. Et quand on voit l'état du bâtiment aujourd'hui, on est choqué, on est triste, on est malheureux. Ce joyau, offert par le royaume chérifien, après 27 ans de coopération mise en veilleuse, aurait permis d'immortaliser le bâtiment Hassan II. Le roi des Alaouites, Mohamed VI, avait procédé à la réception de cette résidence en un éclair de lumière. 10 minutes en tout pour tout, la cérémonie d'inauguration s'est limitée qu'à la coupure de ruban, en témoigne l'actuel recteur de l'université d'Abomey-Calavi, Maxime Dacruz. Le bâtiment Hassan II, je me rappelle, le roi est venu, il était tellement déçu qu'il n'a pas attendu la fin de la cérémonie. Dans leur rage, les étudiants n'ont épargné ni donateurs, encore moins les autorités béninoises contre qui ils en veulent toujours. Nos dirigeants, nos gouvernants ont démissionné. Je ne comprends pas, je ne sais même pas dans quel pays où sommes-nous. Résidence, il y a plein de ces étudiants qui dorment à la Belle Étoile. Pourquoi? Mais au même moment, il y a de ces bâtiments qu'on a abandonnés. Mais ces bâtiments, en son temps, ont été faits à coût de millions. Mais, et on abandonne ces bâtiments-là. Normalement, on doit questionner, on doit poser la question aux directeurs des projets ou bien à ceux qui ont pris le marché là.
Le bâtiment Hassan II qui est là, c'est un bâtiment qui a servi en temps de résidence universitaire, mais à un moment donné, les autorités ont décidé quand même, compte tenu de l'état de délabrement avancé de ce bâtiment, de vider les étudiants. Mais juste là, voyez-vous, ce bâtiment n'a jamais été réfectionné, n'a jamais été réhabilité et donc c'est fermé. Pendant ce temps, il y a des étudiants qui dorment à la belle étoile et qui crèchent. Mais le recteur rassure. Mais je vous rassure, au niveau du ministère, en accord avec, je crois, le ministère du cadre de vie, il y a un travail d'évaluation de ces bâtiments-là. On en a discuté au CODIR du ministère il y a quelques semaines. Donc le ministère a pris en charge ces dossiers-là. Et vous allez entendre des solutions. Je ne veux pas trahir des secrets, mais des décisions fortes vont être prises. Il y a des bâtiments, on ira jusqu'à détruire des bâtiments parce que c'est pas normal. Les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi ont souhaité que le bâtiment Hassan II soit baptisé bâtiment de la honte. Un reportage de Aristide Setti. Présidentielle au Nigeria, nous sommes en interactualité. Donald Duke, ex-gouverneur en lice, homme politique d'envergure et respecté. Donald Duke, l'ancien gouverneur de l'État de Cross River, dans le sud-est du Nigeria, est candidat à la présidentielle de février 2019, sans rallier pour l'instant aucun des deux partis traditionnels. Il s'est prononcé au micro de l'agence France Presse. Pendant plus de 6 mois maintenant, nous avons réfléchi à la question. Nous avons parlé aux gens et essayé de voir comment nous nous sommes tous adaptés au Nigeria. Donc nous avons pris la décision que nous voulons tous nous mettre en avant. Je vais me présenter. Nous construisons un mouvement à travers le pays. C'est ce que nous faisons et c'est la voie à suivre. Parce que nous voulons que tout le monde soit impliqué. Ce n'est pas une décision d'un parti politique, ce doit être la décision du peuple. C'est une nation potentiellement grande, mais les considérations ethniques et religieuses nous retiennent. Nous savons ce qui est bien. Les gens vous diront, vous ferez un bon président, mais vous venez de cette partie. Je ne me présente pas en tant que sudiste, je me présente en tant que Nigérian et c'est ce qui est important. Je suis constitutionnellement qualifié pour me présenter. Si vous ne faites pas grandir l'économie, vous ne pouvez rien faire. Les gens ont besoin d'emploi. Il y a trop de gens qui ne travaillent pas dans l'économie et c'est évident. Nous disons que nous avons un PIB d'environ 500 milliards de dollars. Mais si vous regardez nos recettes budgétaires et fiscales, cela ne représente que 6 à 7% du budget, ce qui signifie que le nombre de personnes intégrées dans l'économie est tout petit. Nous devons élargir cela et c'est l'objectif principal. Maintenant, nous disons que je serai le meilleur que nous ayons jamais eu parce que je suis très clair pour ce dont nous avons besoin en ce moment. J'ai réfléchi, j'ai une stratégie pour l'atteindre et j'ai la détermination, la volonté d'y arriver. Jean-Pierre Bemba a été libéré ce mardi par la Cour pénale internationale. L'ancien président a été acquitté vendredi en appel à la surprise générale de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Mais à Bangui, les victimes se souviennent des atrocités commises par les milices de Jean-Pierre Bemba. On écoute quelques-uns. C'est une décision politique, c'est pas judiciaire et on n'a pas d'avis. Ils sont en train d'encourager que les criminels là, à continuer à nous tuer, à nous piller. Et ils sont arrivés dans notre concession où ils ont tué ma mère, mes 2 sœurs. Et ensuite, moi, Dieu merci, j'étais éloigné de la maison. Nous sommes très mécontents de la décision du CPI parce que nous croyons qu'ils sont en train d'encourager les criminels. Les grands criminels tels que les Ali Daras, les Noureddin et les consomment là, ils tuent, ils pillent, ils violent, ils font tout dans le pays et par la suite on va dire qu'ils ne sont pas coupables. Quand les Baniens Moulingué sont arrivés, ils dormaient au sein de la concession de l'école Bégoua. Un matin, ils sont allés chez nous. Quand ils sont arrivés, ils ont violé ma fille. J'ai commencé à pleurer et d'autres sont arrivés et m'ont violée. Quand mon mari s'est interposé, ils m'ont tué. C'est la faute du commandant et non de Bemba. Bemba n'est jamais venu sur le terrain. 5229 personnes ont été violées par les Baniens Moulingué. Si Jean-Pierre Bemba est conscient, il n'a qu'à réparer et nous dédommager.
Eh bien, une note sportive avant de clôturer cette édition. Vous le savez, le Mondial 2018 va démarrer ce jeudi 14 juin. Parmi les équipes africaines en lice, il y a le Nigeria qui s'est entraîné en Russie avant son premier match du Mondial 2018 face à la Croatie le 16 juin prochain. Vous voyez bien les joueurs nigérians sur ces images. Il faut rappeler que l'équipe fait partie du groupe D avec l'Argentine, la Croatie et l'Islande. Et c'est donc ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes sur Eden TV.